Bianca, tu lances ta fête? Bon. Le son, Bianca. Comment? Un pas à droite, un pas à gauche. Les uns avancent, les autres reculent. Saluez-vous, donnez-vous la main. Yo-ho! Tirez-vous les moustaches. Tirez-vous les moustaches. Ce sont des moustaches amovibles, à vitesse. C'est le dernier cri. Tu n'es pas un Gaulois, tu es un espion-romain. Merci, Bianca. Anka. Oui, donc, on peut commencer. Oui. Bon, bienvenue à tout le monde, à toutes les participantes et tous les participants de partout dans le monde. Bianca, si tu veux bien projeter la carte pour que les participants voient un peu quel effet, quel écho notre promotion a eu par rapport à ce sujet très apprécié, la bande dessinée. Notre conférence s'appelle la pertinence et l'utilisation de la BD en classe de FLE, en classe de français. On a deux invités spéciaux avec nous. Il y a Franck Bonnet, un dessinateur qui habite en France, un dessinateur français, à qui on donnera la parole au bon moment, et un professeur et un grand passionné de bande dessinée, Kofi, qui vient de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est, Il est là. déjà. Il est là, super. Je souligne que cette conférence est organisée par le lectorat de la chaire de français de l'université Cuza de Iași. Iași, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième grande ville de la Roumanie et elle est fréquemment appelée la capitale universitaire ou la capitale culturelle de la Roumanie. Donc, par le lectorat, en collaboration avec le Centre de réussite universitaire de la même université et avec l'Institut français de Roumanie à Iași, dont la directrice n'a pas pu être aujourd'hui présente, mais à sa place, c'est Olivier qui va nous dire deux mots. C'est certainement pas en tant que directeur, hein. Ça rime avec directeur, lecteur, encore heureux, mais c'est pas tout du tout la même chose. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Olivier Noël, comme la fête de Noël. Et voilà, je suis belge. J'ai atterri par accident dans un institut français, accepté par Michel, qui est ici présent avec nous. Merci beaucoup. On a commencé un projet sur la BD il y a 2 ans, qui était plus un accident que quelque chose de programmé. Et cet accident est devenu ce qu'on voit aujourd'hui, la petite conférence d'aujourd'hui, dans laquelle on est heureux de vous accueillir. Dans toutes les langues, alors j'en connais que 8 ou 9, donc désolé, je ne peux pas vous accueillir dans toutes les langues du monde. Cependant, bon, merhaba, dobry dzień, hola, ciao. C'était quoi encore en indien, en hindou, s'il te plaît, Anka? Namaskaram, namaskaram. Merci beaucoup. Et également, merci à tout le monde d'être là. Voilà. Anka, à toi. Oui, donc deux petites précisions. Pendant cette conférence, le chat est ouvert. C'est là que vous pouvez poser vos questions si vous en avez. On a notre ami Radou qui va vous s'occuper à lire toutes vos questions pour qu'on puisse par la suite y répondre.
Et n'hésitez pas également de proposer, si l'idée vous vient, des collaborations avec notre lectorat, avec l'équipe BD. On est ouvert à toute collaboration dans ce sens. Voilà, donc notre conférence, la pertinence et l'utilisation de la bande dessinée en classe de français. Cette conférence se décline en 3 grandes parties. La première, c'est quoi? La bande dessinée pour ceux qui sont moins initiés au sujet. La deuxième, pourquoi est-ce que ce serait bien d'utiliser la bande dessinée en classe de français? Et la troisième, comment utiliser la bande dessinée? Voilà, moi je vais m'occuper d'abord de la définition du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée? On va voir vite quelques images et vous allez tout seul répondre à la question si on a affaire à une bande dessinée ou pas. Donc, c'est là dont on vient de voir un petit bout de film, de dessin animé que tout le monde peut-être connaît, non? Astérix et Obélix, c'est là dont Olivier va nous parler plus tard. Et voilà un exemple plus actuel d'un artiste bien prisé par Olivier. Donc, si on regarde un peu le pêle-mêle d'exemples, on voit que la bande dessinée, il s'agit bien d'images, c'est sûr, et de textes. Des images en noir et blanc ou en couleur, des images plus ou moins variées. Une bande dessinée, c'est un album entre des couvertures cartonnées et à l'intérieur, on peut trouver des planches, oui, qui sont construites de bandes d'habitude horizontales, mais on verra bien que les styles plus modernes s'ingénient à varier. Et chaque bande est construite de cases à l'intérieur desquelles on retrouve l'image et le texte. Le texte dans des bulles, okay? Dans des bulles de toutes les formes. Okay? Donc, la bande dessinée, c'est une histoire, en fait, une histoire dite en texte et en image. Une petite précision ici, c'est que le texte et l'image ne se superposent pas. Donc, ce que le texte dit, l'image ne le répète pas, il n'y a pas de redondance. Donc, ce sont des moyens qui se complètent. Elle est apparue au 19e siècle et puis elle est partie voyager dans d'autres coins du monde. Deux extrêmes de la bande dessinée, puisqu'on dit qu'il y a un mélange d'images et de textes. À gauche, vous avez une dominance du texte et il paraît en quelque sorte que l'image n'est qu'accessoire, alors qu'à droite, c'est une bande dessinée pour les petits, que vous connaissez peut-être. Petit poilou. Bien sûr, le texte est absent puisque les petits ne savent pas lire, mais on a toujours l'histoire, on a toujours le sens de la lecture et bien sûr les images qui sont très, très expressives. Oui. Un petit Paul, pour que vous ayez la possibilité de vous exprimer et de dire si vous avez déjà utilisé la bande dessinée en classe de FLE. OK? Bien. Ouais, il suffit de cliquer sur oui ou non. Les résultats sont assez serrés, hein. On dirait un match France-Belgique. J'embête un petit peu hein, les amis français. Oui. Il y a Benzema qui arrive en plus. Oui, c'est très serré. On a entre 40 et 50 des deux côtés. Donc, bien, ok, on va arrêter le poll, end polling, et je vais le partager avec vous. Voilà. Je pense que vous le voyez maintenant. Donc, c'est une majorité de oui, quand même. C'est bien.
c'est sûr que c'est les enseignants, les professeurs qui y ont répondu non. Les étudiants n'ont pas encore eu l'occasion, mais les méthodes actuelles en Roumanie et j'imagine quand même dans d'autres pays incluent pas mal d'exemples d'activités qui introduisent la bande dessinée. Voilà. Bonjour, oui. Donc, après la petite introduction, pour ceux qui n'en savaient pas grand-chose de la BD, la pertinence de la BD, il y aura plusieurs aspects à discuter. Donc, pourquoi utiliser la bande dessinée? On a les 4 perspectives auxquelles on a pu penser, qu'on a pu imaginer. Et pour ceci, je vais inviter Olivier à parler, non? Oui, rebonjour. Bien, donc on a défini le sujet de la bande dessinée. C'est quoi une bande dessinée? C'est une question qui paraît idiote et qui, je pense que les auteurs présents ne me contrarieront pas, qui varie d'auteur à auteur et de personne à personne. Donc on va continuer maintenant sur un aspect plus pédagogique, c'est pourquoi utiliser la bande dessinée en classe de FLE, et on terminera par l'aspect le plus pratique qui soit, c'est comment utiliser la bande dessinée en classe de FLE. Alors, sur la culture, l'aspect culturel, on peut passer à la slide suivante. Tout d'abord, on a affaire à un document authentique. Je pense que vous connaissez autant que moi le fameux cadre européen commun de référence pour les langues. C'est ce que j'ai appris avec ma professeure de Chypre qui est présente, d'ailleurs, Flini Doha, que je salue. Et le document authentique est essentiel en classe de FLE puisqu'il privilégie l'aspect culturel tel qu'il est vécu par les gens du cru, par le public natif. Voilà, pour le premier slide. Ensuite, la question c'est pourquoi utiliser la BD? Est-ce que vraiment c'est un élément qui fait partie de la culture franco-belge? Oui. Oui, parce que les Français ou les Belges qui sont parmi nous reconnaissent directement, je pense, Spirou ici. Gaston, et Spirou toujours. Le grand, pas le petit. Lucky Luke. Bien, alors maintenant, on va voir un petit peu comment la BD a évolué, comment elle a fait son trou dans la culture franco-belge. Ce qui est important à signaler ici, c'est que je ne serai pas exhaustif du tout, d'accord? J'avais donné un séminaire de 3 heures sur le sujet. Ici, ce sera 10 minutes, donc ce ne sera certainement pas complet. Donc, on va commencer tout d'abord par le fait qu'il y a 3 zones géographiques. On a les comics qui, comme son nom l'indique, viennent des États-Unis, avec Captain America, les Avengers, etc., que vous connaissez. On a également la zone du Japon, avec les mangas. Et enfin, ce qu'on appelle la bande dessinée franco-belge, qui, on le verra, est plus un concept lié à une zone géographique qu'à une nationalité. Oui. Alors, on a des précurseurs à tout ça. La bande dessinée, elle n'est pas sortie de rien. Elle est arrivée par d'autres chemins. On voit notamment les peintures religieuses qui décrivent la vie de Jésus et qui montrent un mélange d'écrit avec du dessin. Et si on remonte très loin, il faut se souvenir quand même que l'alphabet qu'on utilise et la langue qu'on utilise viennent de signes, c'est-à-dire qu'ils viennent de dessins en fait. L'alphabet, pour le dire de manière très simple, c'est des dessins qui sont hyper symbolisés. Autrement dit, la BD ne fait qu'utiliser un art qui est ancestral. La tapisserie de Bayeux, que vous connaissez aussi sans doute, qui raconte les conquêtes d'un gars qui avait un peu trop d'hormones et de testostérone et qui est parti en Angleterre, Guillaume le Conquérant. Et on voit aussi ici le mélange de dessin avec du texte. Bien, alors maintenant le vrai inventeur, celui qui a amené la bande dessinée au niveau européen au stade de bande dessinée et qui l'a appelé d'ailleurs littérature en estampe et non pas bande dessinée, c'est un Suisse. Voilà, ça montre déjà un petit peu le fait que la bande dessinée franco-belge est assez large d'esprit. Donc Rodolphe Stoeffer, avec un double accent sur le haut, Rodolphe Stoeffer était à la fois théoricien, il a pratiqué. Ce qui était très bien chez lui, et là vous reconnaissez directement ce que Anka vous a montré, c'est qu'il a combiné, même s'il séparait le texte et l'image encore, malheureusement,
il a combiné quand même le fait que le texte devenait une image, parce qu'on voit que le texte ici dit quelque chose qui est en fait égal à une image, parce qu'on voit quand les gens y boivent, et le fait qu'ils boivent, et ça les amène à une certaine euphorie, et ça se voit dans la manière dont le dessin est agencé, dont le texte est agencé, excusez-moi. Donc on voit que le dessin, comme le disait Anka, devient texte, et le texte devient image. Bien. Ensuite, la prochaine révolution qui a eu lieu dans la bande dessinée franco-belge, c'est beaucoup plus tard. Donc, on a pris plus de temps que les États-Unis en Europe à se développer au niveau de la bande dessinée. C'est en Belgique, c'est Georges Rémy, donc RG, Tintin. Donc, RG, ça vient du son que vous entendez, RG. Georges Rémy, donc le R et le G. Qui venait de Bruxelles et qui a créé la ligne claire avec un fameux personnage connu un peu partout puisqu'il a été traduit dans énormément de langues, Tintin, avec un concept de la ligne claire qui est apparu dans les années 30. Ce concept, c'est-à-dire qu'on met des aplats de couleurs, c'est-à-dire une couleur uniforme, des aplats de couleurs dans un même contour et le contour est bien marqué. Ici, à chaque fois, vous voyez la veste de Tintin est bien marquée, il n'y a qu'une seule couleur dedans, etc. La ligne claire, ça signifie aussi que l'histoire et le scénario sont très clairs. C'est-à-dire qu'on n'embrouille pas avec des idées qui viennent d'ailleurs. Tous les éléments qui sont sur le dessin sont des éléments qui ont un sens et qui montrent quelque chose. Donc, on ne fatigue pas le lecteur avec des choses qui sont en trop. D'ailleurs, pour forcer un peu le trait, Hergé refusait de mettre des femmes dans cette bande dessinée, à part la Castafiore, parce qu'il estimait que ça allait troubler l'esprit des gens. Voilà. Bien, on peut continuer. Alors, Hergé a été très bon. Pourquoi? Parce que tout d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, il a développé son propre magazine, mais il a amené 3 révolutions dans la BD franco-belge que je voudrais citer. La première, c'est qu'il a amené la BD au stade tout public. Donc, avant, la BD était au niveau enfant en Europe. Lui, il l'a amené au niveau tout public, 7 à 77 ans, 7 à 77 ans. Ça, c'est son premier bienfait pour la bande dessinée. Son deuxième, c'est le fait qu'il a réintroduit la bulle qui avait disparu dans la BD franco-belge, la bulle, le ballon, comme Anka nous a expliqué. Et la troisième, c'est qu'il a promu la BD au stade d'art, c'est-à-dire qu'il voulait absolument que les albums soient cartonnés. Voilà. Parce que la BD est un objet de collection. Maintenant, il est apparu également, avant la Seconde Guerre mondiale, le magazine Mickey. Le magazine Mickey est apparu en Europe, il a fait beaucoup de concurrence. Et du coup, est arrivé sur l'idée qu'il fallait absolument un héros qui soit européen et qui corresponde un petit peu aux héros américains. D'où est né le Spirou, en fait. Spirou, c'est un jeune qui est un peu fou, qui va vivre des aventures, très dynamique. Alors, on voit se développer 2 styles différents. Le style d'Hergé, qui est la ligne claire dont on a parlé, à l'opposé d'une ligne atome, c'est-à-dire des dessins caricaturaux avec des gros nez qui représentent l'alcoolique, par exemple, etc., où on ne va pas hésiter à montrer qu'on fait du dessin pour faire du dessin. Chez Tintin, on est plutôt dans la droite catholique, quelque chose d'un peu plus serré, voilà. Chez Marcinelle, donc dans tout ce qui est Spirou, on va plus s'amuser aussi à se moquer parfois de la bourgeoisie, se moquer des policiers, se moquer, si vous connaissez Gaston Lagaffe par exemple, bon, c'est très typique, se moquer un peu de la politique, etc. Ce que vous ne verrez pas dans Tintin. Du coup, Skarbek amuse et Skarbek éduque, tandis que Marcinelle amuse. Et là, on voit 2 lignes qui se développent dans la bande dessinée et qui vont développer une série d'auteurs qui sont maintenant des auteurs qui sont décédés il y a 10, 20 ans, parfois 30 ans, qui ont donné donc la suite de ces écoles. Oui. Alors ici, c'est un petit clin d'œil à nos amis roumains. Je sais que le Pif Gadget est très connu, beaucoup ici ont connu le français grâce au Pif Gadget. Le Pif Gadget, c'est un magazine qui existe depuis très longtemps. C'est du Parti communiste français, en fait, qui portait le nom de Vaillant après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était les communistes qui avaient résisté contre les méchants nazis. Donc voilà, c'était l'idée de Vaillant. Cependant, ce n'était pas une revue qui était très politisée, étonnamment parlant, et qui s'est développée par la suite en Pif Gadget. Donc, qui proposait un petit gadget à l'intérieur qui était tout plat,
et qu'on pouvait créer un cube ou un objet technologique absolument intéressant pour les petits-enfants. Oui. Pilote, c'est la Révolution française dans la bande dessinée, puisque c'est paru en 59. C'était suite à une dispute en fait, de René Goscinny, vous connaissez tous René Goscinny, qui a travaillé en Belgique et qui n'était pas d'accord sur le fait que seuls les scénaristes de bande dessinée et non pas les dessinateurs étaient payés. Et donc, il a décidé de partir en France, où il a créé sa propre ligue, on va dire, et Pilote, ainsi que son héros super célèbre, Astérix, qui a donné lieu par la suite à d'autres magazines encore plus ouverts d'esprit. Bianca, tu peux retourner. D'autres magazines encore plus ouverts d'esprit, comme l'Écho des Savanes, qui se sont voulus, non pas seulement pour un public, du tout public, mais vraiment pour adultes. Voilà, pas pour les enfants. Voilà. Oui. Bien. Alors, juste pour vous montrer par rapport au format, je vous ai dit que je n'étais pas du tout exhaustif hein, dans ma liste ici. On a eu beaucoup de magazines. Ces magazines ont donné ensuite des albums. C'est-à-dire que les séries qui étaient les plus célèbres sont parues ensuite sous forme d'albums. L'album classique comprend 46 à 48 pages. À l'heure actuelle, on verra que c'est beaucoup plus anarchique et qu'on peut trouver des albums de tout format et avec un découpage moins strict que celui du gaufrier. D'accord ? Le gaufrier, c'est quand vous avez les cases qui sont bien découpées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez les cases sur les bandes. Oui. Bien. Et qui a donné par la suite lieu au roman graphique, dont Anka pourrait parler davantage. Anka, tu veux dire un mot sur le roman graphique? Anka, le micro. Oui, le roman graphique, il est apparu dans le monde anglophone, en fait, et il a changé de nom, on l'appelait plus comics pour faire la différence entre la BD pour enfants et la BD pour les adultes. Voilà. Et il y a certaines caractéristiques. Le roman graphique ne respecte pas la limite de page. Voilà, c'est comme un livre normal de littérature, sauf qu'à l'intérieur, il y a également des images. Et c'est très, très souvent en noir et blanc. Les premiers romans graphiques dans la BD franco-belge sont de Hugo Pratt, la balade de la mer Salée, un grand classique avec un petit clin d'œil à nos amis argentins qui sont présents, puisque Hugo Pratt a fait toute son éducation du dessin en Argentine. Et Jacques Tardy aussi, qui a énormément contribué au processus. À l'heure actuelle, il y a énormément d'auteurs qui continuent dans ce style. Hein, donc. Bien, on continue. Bien, et la BD a été promue 9e art en 1974 par Thierry Grunstein, qui a créé le festival d'Angoulême, à Angoulême justement, qui est le plus gros festival de BD au niveau franco-belge. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur cet événement, oui. Oui, voilà, justement, je perds la tête. Merci Bianca qui me fait un petit clin d'œil que je dois me taire, ça va, je parle toujours de trop quand je parle de bande dessinée. Ok, merci Bianca, on continue? Bien, alors ce qui va être difficile dans l'enseignement, pour revenir à quelque chose de pédagogique, c'est de faire accepter, je sais que c'est le cas en Pologne ou en Roumanie, par exemple, c'est que la bande dessinée est un art pour enfants et que si vous voulez l'amener à des adolescents, ça va être parfois difficile parce qu'ils vont avoir l'idée de se dire « mais pourquoi est-ce qu'on m'amène à moi de la bande dessinée ? Moi, je suis trop grand pour la bande dessinée. » Et l'idée, c'est de faire comprendre justement la BD franco-belge. Alors, les chiffres ont dû changer, mais en 2015, j'ai vu que 90% de la production en France était destinée à un public adulte. Du coup, il faut vraiment les adapter vers le public cible et vers les natifs. Bien, et là, je laisse la place à ma collègue Bianca. Merci. Bonjour, j'ai rien dit au début, donc bonjour, bonjour. Oui, donc on a vu qu'on peut utiliser la bande dessinée dans une approche culturelle. Maintenant, on voit que la bande dessinée peut servir de matériel. Pour ce qui est du matériel, on peut enseigner la langue orale parce qu'on sait qu'à l'école, on a la tendance d'entrer dans les livres, dans la littérature et enseigner cette langue correcte, cette langue écrite, littéraire. Mais après, quand on parle avec des francophones, avec des natifs,
on voit que ça change, qu'il y a des phrases averbales, qu'il y a des hésitations. Et beaucoup de choses changent quand on parle avec un francophone, avec un natif. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les bandes dessinées. Voilà. Et on a dit que c'est intéressant de parler aussi d'onomatopées qui sont spécifiques à l'oral. Maintenant, passer à l'écrit, parce que c'est aussi un élément très intéressant d'analyser avec les élèves, surtout avec les enfants, parce que ça devient à la fois un élément de culture et un élément didactique. Pour ce qui est de l'élément de culture, par exemple, on voit ici le chien. Un roman, le chien fait ham ham. Voilà, en français, on dit waf waf. Donc, ce serait intéressant d'analyser aussi ce côté oral qui passe à l'écrit à l'aide de la bande dessinée. Et c'est la même chose pour les interjections. La deuxième partie du matériel, c'est que la bande dessinée présente des situations. Donc, on met une histoire dans un contexte, ce qui permet mieux d'analyser les éléments graphiques, les éléments didactiques et surtout l'histoire. Et souvent, on propose des gags courts qui attirent les élèves avec beaucoup de blagues. Et voici un exemple, un double rêve, une double mise en abîme. Donc, c'est une planche où on voit une histoire très comique qu'on peut utiliser en classe. Pour ce qui est du soutien des images, Anka l'a déjà dit, il ne faut pas dire que la bande dessinée, que le texte ou l'image, donc les deux se complètent. Okay? En fait, on peut avoir des images sans avoir de texte. C'est ici qu'on voit que l'image vient compléter l'histoire. C'est ici qu'on voit que l'image a beaucoup plus important que le texte. Elle est plus suggestive. Olivier? Oui. Bien. Alors, par rapport à la créativité, pour les enseignants aussi parmi vous, vous le savez bien, toujours le cadre européen conseille d'ouvrir à la créativité. Et cette créativité, Bianca, tu peux passer à la suivante. Merci. Cette créativité, donc ici, vous n'avez pas besoin de lire tout, vous inquiétez pas, je vous explique, ça va. Je sais qu'on est professeur, donc on est un peu fainéant, on ne va pas tout lire. Donc ici, l'idée, c'est de mettre en avant les apprenants de n'importe quel âge. Et pour les mettre en avant, on fait appel à ce qu'ils connaissent déjà et on fait appel aussi à leur créativité qu'ils ont bien avant d'apprendre une autre langue. D'accord? C'est le fait de les considérer comme acteurs de leur apprentissage. Et c'est le ciment de la perspective actionnelle qui est conseillé ici. Donc, la créativité est un élément très important et qu'on peut tout à fait utiliser en bande dessinée. On va le voir tout à l'heure. Oui, donc, et la bande dessinée également pour l'attractivité. C'est sûr que si on arrive avec le manuel en classe de FLE ou bien avec un document authentique pris, tiré d'une bande dessinée, ça va faire beaucoup plus plaisir aux apprenants. Pour ce qui est du côté des professeurs, il y a la diversité des activités qu'on peut faire. Si on pense aux divers paliers de la langue, oui, qu'il faut enseigner, qu'il faut introduire aux élèves, on a le palier pragmatique, linguistique et socioculturel, donc on peut trouver tout ce qu'on veut dans la bande dessinée. Il suffit juste de décider, voilà, soit sur le thème, le sujet, le lexique à travailler, soit sur le niveau, soit sur les actes de langage ou bien des aspects socioculturels. Et puis, comme Olivier vient de le mentionner, le cadre européen commun de référence pour les langues, la Bible des enseignants, voilà, nous rappelle qu'il faut à chaque moment se rappeler qu'on n'enseigne pas des mots, on n'enseigne pas des phrases, mais on enseigne et on essaie à aider les apprenants à se former des compétences. Donc, par la bande dessinée, toutes les compétences sont atteintes, sont visées. La compétence écrite, oui,
par la lecture, par des questions, par des compréhensions de planches, par exemple. La production écrite, voilà, on peut concevoir des bulles, on peut ordonner des textes, et la production orale, que ce soit des petites interprétations. J'ai marqué ici Alex Ezoyer, pour ceux qui connaissent, c'est une méthode de clé internationale qui, à la fin de chaque unité, propose une petite planche sous forme de bande dessinée que les élèves adorent et qu'ils aiment bien interpréter. Voilà. Ensuite, il y a la diversité des thèmes. Donc, on en a pour tous les goûts et pour tous les publics. On a choisi quelques exemples ici pour les petits, pour les tout petits. Je peux vous dire que moi, en classe, j'ai introduit Yakari et que les élèves adorent. Les élèves de deuxième, c'est-à-dire de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, ça marche très, très bien. Il y a des épisodes sur YouTube qui durent de 10 à 12 minutes. Donc, vous pouvez travailler juste une séquence si vous voulez. Ensuite, pour la religion, pour les plus grands, pour les lycéens et même les étudiants à l'université, avec le chat du rabbin de Johann Spar. Le socioculturel, l'arabe du futur, un livre qui a été également traduit en Roumanie, on peut le trouver dans les librairies. La géopolitique et l'économie avec Largo Winch, voilà, pour les plus adultes, et Culotté, un sujet assez chaud en Roumanie, par exemple, le féminisme. Okay. On en reviendra au thème. Oui, tu veux non, ajouter quelque chose? C'est quoi ça? Non, je fais juste une blague parce que c'est vrai que c'est assez méconnu. Oui. Et il y a également la diversité des styles. On connaît déjà, avec Olivier, on sait, on a vu quelques caractéristiques de la ligne claire. Donc, c'est la bande dessinée classique, sage, régulière. Oui, on a tous les éléments bien représentés. Alors que dans le monde actuel, les dessinateurs voilà, découvre et invente plusieurs styles. Ici, vous avez le style de la couleur directe. Vous voyez déjà qu'on ne peut plus. Il y a une planche, mais les cases, oui, il y en a. Des bandes, il n'y en a plus. Il y a pas de bulles, comme vous voyez. Et par rapport à la classe, ici, on peut très bien travailler en collaboration avec le professeur d'art. Oui, on peut créer des activités en interdisciplinarité que les élèves vont sûrement adorer. Ça va les faire sortir de la routine. Et si on retourne au thème, je vais donner la parole à Franck Bonnet qui a eu la gentillesse de nous joindre aujourd'hui à nouveau parce qu'il est devenu un ami à nous et de parler de son thème de prédilection, la mer, les bateaux, les voyages maritimes. Oui, bah, je ne sais pas si ça peut permettre d'apprendre le français en lisant mes bandes dessinées. En tout cas, on peut apprendre le langage maritime en français, si jamais il y en a qui veulent un peu comment dire, devenir pointu dans le domaine de la marine. Il y a beaucoup de termes de marine utilisés en français. Je ne sais pas si c'est vraiment très utile pour... Après, c'est vrai que il est vrai qu'on peut utiliser... Enfin, moi, je l'ai utilisé étant jeune, hein, même en cours de français, donc notre propre langue indigène, je dirais, native, pour apprendre le français, parce qu'il y a, dans la bande dessinée, il y a aussi une notion de narration en plus, qui permet, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà, l'image amène une narration en plus du texte, et ça permet comment dire, peut-être de mieux encore expliquer un mot, ou une phrase, ou un terme. C'est presque un imagier qui permet d'imager ce qu'on veut apprendre, quoi, en fait. Voilà. Sinon, moi, pour ma BD, je ne sais pas ce que je peux vous dire sur la mienne, si ce n'est que ça raconte des histoires de bateaux, de mer. C'est très historique aussi, parce que ça permet aussi parfois, dans la bande dessinée, d'apprendre aussi de l'histoire ou de la géographie, puisqu'on se déplace, on voyage. Donc, ça peut être utilisé par... je sais que moi, j'avais des professeurs d'histoire qui avaient utilisé des bandes dessinées pour nous faire des cours d'histoire, par exemple. Voilà, donc c'est comme tous les domaines culturels, hein, que ce soit le cinéma, tous les domaines audiovisuels ou de texte permettent d'enseigner de toute façon. Il faut que les enseignants s'appuient sur tout ce qui existe dans le domaine culturel, et donc la BD avec.
Oui, merci Franck. Oui, pardon. Si pendant le reste de la présentation, tu sens le besoin d'intervenir et d'ajouter des trucs, Franck, on te sera bien gré. Hein. J'ai vu une belle planche de Cromwell juste avant, là, justement. Okay. On passe maintenant à la troisième partie, celle qui est la plus importante pour nous en tant que professeur, l'utilisation de la BD en flux commun, comment on peut le faire. Et on va d'abord parler d'une notion qui nous est très chère, l'intermédialité, c'est-à-dire le rapport que la bande dessinée entretient avec d'autres moyens, d'autres supports pour enseigner le français. Et bien sûr, ici, il y a un petit mot particulier à dire pour la littérature. Donc, la bande dessinée, elle peut créer des liens avec la chanson, la littérature, le film et le dessin animé. Et ça apporte du profit pour d'autres compétences. Hein? Donc, on peut partir du texte écrit, de la BD ou du livre, pour arriver à la production écrite et à la production orale, ou bien partir de la compréhension orale, chanson, film, dessin animé, pour faire travailler les élèves en vue de acquisition de la compétence, des compétences de production orale ou écrite. Quelques exemples. Un exemple qui couvre presque tous les moyens. On a Bob Moran qui a commencé à apparaître en 1953 par des romans. Puis il a été mis en bande dessinée à partir de 1959 pour, vous voyez, presque plus de 20 années après, un groupe que vous connaissez peut-être et qui a fait époque dans les années 80, Indochine en a fait une chanson qu'on va écouter, dont on va écouter un petit morceau, un petit bout. Une chanson qui passe souvent dans les boîtes d'ailleurs, moi je le dis tout de suite, quand elles sont ouvertes. Hein. Voilà, et on est déjà en 2021, il y a 4 ans, le film sur Bob Moran est sorti. Dans l'interprétation, voilà, le protagoniste est interprété par un acteur très connu, Jean Dujardin. Okay? Donc, voilà, pour travailler les lycéens, c'est magnifique et pour s'adresser à toutes leurs passions. Pour ceux qui aiment la littérature, ceux qui aiment le dessin, le cinéma ou bien la musique. Okay? D'autres exemples pour d'autres âges, Astérix, bien sûr. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous avez ici les liens, comme dessin animé ou comme film. Vous connaissez peut-être 2 ou 3 écranisations. Cléopâtre, il est magnifiquement interprété par Monica Bellucci. Gérard Depardieu interprète Obélix, ainsi de suite. Oui, Alain Delon, il est Jules César. Un exemple... oui. C'est un rôle qui a du poids, hein, ça? Oui. 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 Un exemple que moi, j'ai déjà utilisé en classe, c'est les Cahiers d'Esther. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une bande dessinée de Riyad Satouf qui présente la vie de tous les jours d'une fille. Les volumes ont commencé à l'âge de 10 ans. Et ils sont déjà arrivés à 14 ou à 15 ans déjà. Vous trouvez les vidéos, donc sous forme de dessin animé sur YouTube. Ce sont des vidéos de 2 à 3 minutes. Donc, c'est très, très bien exploitable en classe de français. OK? Tintin, donc il n'y a pas beaucoup à ajouter ici. On le trouve en bande dessinée, en dessin animé et en dessin BD. 3D, pardon, un dessin animé 3D. Et Spirou et Fantasio,
dont on a imaginé une petite activité ici. Vous avez les liens pour le dessin animé et le film. Voilà, une activité assez simple. On prend une planche, on laisse la première et la dernière case, on mélange les autres et on demande aux élèves de mettre en ordre. Que ce soit à l'aide du texte ou bien même au tout début à l'aide des images. Hein. Donc, il y a une progression dans le dessin. C'est adaptable, hein, si vous voulez faire avec une autre bande dessinée, évidemment, c'est Oui. tout à fait, c'est une idée de schéma, de méthode pour travailler la BD en fait. Oui, pour les plus âgés, collégiens et lycéens, un exemple pris de La gloire de mon père, oui, ça bloque des fois la présentation, de Marcel Pagnol. Et là, on en vient à la littérature. Voilà, on peut travailler de deux manières. Soit on fait sortir le texte et on demande par la suite aux élèves d'imaginer quelle bulle va dans quel espace vide. Ou bien on peut les faire travailler sur le texte eux-mêmes, imaginer notre histoire. Hein, ça, c'est tout aussi faisable pour justement laisser place à la créativité. Oui, voilà la planche finale. Et pour parler de littérature, je ne sais pas si vous savez, sinon vous l'apprenez maintenant, il y a des éditions en France qui ont eu cette magnifique idée de mettre en bande dessinée des classiques de la littérature française pour donner également un gros coup de main aux enseignants. Hein. Donc, ça facilite énormément la tâche qu'ils ont à faire passer la littérature du 18e, 19e siècle dans la nouvelle génération. Donc, Glénat, ça s'appelle, une des maisons d'édition qu'il a fait. Voilà un exemple plus particulier. On a notre ami Franck Bonnet ici qui a fait les dessins pour un scénario écrit par Didier Van Cauwelaert. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain qui fait publier des romans depuis une trentaine d'années et qui a essayé du tout. Ici, il a écrit un scénario, donc c'est pas, à ce que je sache, c'est pas tiré d'un roman. Hein. Il a écrit un scénario illustré par Franck Bonnet. Franck, si vous voulez dire deux mots ici. Oui, c'était assez potache en fait à l'époque. Je pense qu'il voulait surtout s'amuser de notre politique française au travers de la bande dessinée, en se servant d'une reporter. Alors, il y avait des allusions à Tintin, hein, puisqu'il m'avait demandé de faire une reporter avec une mèche à l'époque. C'est pour ça qu'elle a une mèche qui. Voilà, donc il voulait mélanger effectivement un peu l'art de la BD et créer une bande dessinée d'aventure, en fait, mais où tout le long, il allait se moquer soit de nos hommes politiques, soit parce qu'il est assez, il est toujours dans cet humour un peu, je sais pas comment dire, lui-même le dit, il adore Marcel Aimé et tout, donc il est un peu toujours dans cet humour où de dérision, donc l'héroïne servait à tourner un peu notre monde, que ce soit politique ou nos institutions, un peu en dérision. Voilà, c'était le but du jeu. Ça a duré 4 tomes. C'était un peu compliqué à faire parce qu'il fallait dessiner les personnages politiques de l'époque dans un style réaliste parce qu'il ne voulait pas non plus partir sur un style plus caricature. Quand on a parlé de la bande dessinée tout à l'heure, il y a effectivement des styles très différents, comme on a vu tout à l'heure l'image de Tintin et de Cromwell à côté, donc aussi bien au niveau de la narration, du découpage, mais aussi dans les traits. On a parlé d'Annie Leclerc, il y a ce qu'on appelle les gros nez. Souvent, le dessin gros nez à la Gaston Lagaffe est plus utilisé pour traiter un récit de façon comique, de façon un peu humoristique. Et lui, il voulait faire un récit humoristique quand même, il voulait qu'il y ait de l'humour dans Mighty Benz, mais avec un style très réaliste dans le dessin. Voilà, c'était un peu la gageure, on va dire, alors c'est vrai que de toute façon, ça se rapproche de ce qu'il fait en roman, hein. Ça reste quelque chose de très... Oui, c'était un peu de l'humour potache, voilà. Merci Franck.
Je ne connais pas ce roman, j'en ai lu pas mal de Didier Van Cauwelaert, je ne l'ai plus suivi depuis quelques En fait, années. c'est pas un roman, Vanity Fair, c'est vraiment écrit que pour la bande dessinée, hein. D'accord. Là, je sais qu'il va sortir un roman bientôt. Je vous le dis, si vous, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui sort là d'ici peu. D'accord, merci. Merci Et, Franck. et il disait récemment sur France Inter que c'était un one-shot, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a aussi rencontré Franck qu'il s'était lancé dans cette aventure de bande dessinée, mais que c'était je dirais, une sorte de, Oui, d'engagement ponctuel et ce que tu dis, Franck, sur le fait que c'était potage, c'est ce qu'il disait également, soit c'était à la bande originale, il expliquait bien que ça l'avait beaucoup amusé, mais que ça avait pris beaucoup de temps aussi. oui, j'ai raté, il en a parlé quand? Parce qu'effectivement, moi, c'est ce qu'il m'avait dit aussi, il m'avait dit que ça prenait beaucoup de temps. Alors, il y a 3 semaines, je pense. Ah oui, très bien. Je vais essayer de te retrouver le podcast. Ah, ben, je veux bien, ouais, parce que oui, je pense qu'en ce moment, comment dire, il est en presse puisqu'il va sortir son roman Il est en promotion, oui. en promotion, où il est peut-être sorti même le roman il y a 2-3 semaines. Donc, Il y a Fleur qui a envoyé le lien vers l'émission, Franck. Si ça t'intéresse, c'est dans le chat. D'accord, super, génial, merci. Merci Fleur. Merci à Fleur, oui. Ok, je ne sais pas s'il me reste... Oui, il me reste quelque chose à dire sur les avantages, bien sûr, de l'introduction de la bande dessinée en relation avec les autres médiums. Donc, c'est qu'on peut très bien travailler les projets, donc sous forme de projets, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands, que ce soit un groupe. Oui, si vous voulez bien muter vos microphones. Voilà, donc on peut prendre le même fragment et le travailler en groupe à partir de moyens, de médiums, de supports différents. Un groupe travaille sur la chanson, un groupe travaille le petit fragment du livre, un groupe travaille 1 ou 2 planches de la bande dessinée et ainsi de suite. Puis, par rapport à la langue, il y a le contexte écrit, oui, qui est très illustratif, mais il y a également le contexte graphique qui aide à la compréhension de la langue. Donc, c'est pas nécessaire que nos explications en tant qu'enseignants soient explicites, ok? Et puis, il y a le contexte phonique. Oui, à partir de la chanson ou bien du dessin animé ou les films. Donc, voilà, on peut donner des cours, voilà, utiliser la bande dessinée pour enseigner la phonétique en même temps. Et comme on l'a plusieurs fois répété, bien sûr, la créativité, parce que ça donne envie, hein, la bande dessinée, ça donne envie à créer soi-même, que ce soit du texte ou des images. Okay? Nous, par exemple, moi, dans mon école, on a mis sur pied un petit concours il y a 1 an, avant la pandémie, avec la chaire d'anglais. Et l'une des épreuves, c'était la bande dessinée à partir d'un texte, créer des cases ou bien une planche. Donc, on peut le faire et mettre de cette façon en avant les enfants qui n'aiment pas tellement le français, mais qui adorent dessiner. OK? Voilà. Je crois qu'on passe à la partie suivante, le français, c'est Bianca qui nous dira quelques mots vis-à-vis de l'enseignement du français. Oui. Donc, on a vu dans la partie intermédialité qu'on peut enseigner le français à l'aide des vidéos, de films, donc ça entre dans la compréhension et production. Mais pour ce qui est des éléments plus concrets, donc on a la grammaire, le vocabulaire et le niveau de langue. Comment est-ce qu'on peut enseigner ces éléments en classe de FLE? Et moi, j'ai pensé à vous donner des exemples concrets tirés de cette bande dessinée, Tu seras reine, que j'ai adorée, qui est très bien pour les ados, pour les enfants aussi, parce que c'est la vie d'une fille qui va à la campagne chez son grand-père. Donc, c'est l'histoire de leur relation qui se développe. Et voilà, j'ai pensé à quelques éléments concrets de grammaire. Par exemple, le présent de la narration, mais vous pouvez imaginer, réutiliser les activités que j'ai proposées pour plusieurs sujets de grammaire. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Le présent de la narration, vous voyez ici dans les cartouches
cartouches la narration au présent. Donc, comment est-ce qu'on peut enseigner des éléments comme ça de grammaire en classe? On peut prendre l'histoire, on peut prendre une planche et proposer de continuer l'histoire sans qu'on ne connaît pas la continuation. On propose de l'imaginer au présent parce que c'est notre cas de grammaire. Après, aussi, on peut développer on peut raconter au présent en partant d'une seule case. On prend une case et à l'aide de l'image, donc des éléments graphiques ici, on continue l'histoire. Un autre exemple, ce sont les indicateurs temporels, très très présents dans les bandes dessinées, dans les cartouches, ces éléments narratifs, les commentaires narratifs, qui peuvent bien être mis en scène en classe de FLE à l'aide de la reconstruction des séquences narratives. C'est une activité qu'on peut adapter pour beaucoup d'éléments de grammaire, de sujets de grammaire en classe. Donc, reconstituer la séquence narrative en fonction des indices qu'on trouve dans les cartouches. Pour les pronoms toniques, un élément très courant, très utilisé, voilà, c'est toi, c'est moi, on le trouve presque partout, donc c'est exploitable. Et comment? J'ai imaginé une scène, prendre une case avec plusieurs personnages et c'est le jeu de rôle. On a vu les cases mélangées qu'on doit mettre en ordre. Ça, c'est le jeu de rôle, c'est une autre technique qu'on peut adopter en classe. Donc, on prend une image et les élèves doivent se mettre à la place de personnages et dans notre cas, en utilisant le maximum de pronoms toniques. On a vu la partie de grammaire, maintenant la partie de vocabulaire. Cette bande dessinée est très riche de ce point de vue. On propose plusieurs images d'hiver, été, automne, donc les saisons. Les animaux aussi, on voit parce que l'action se passe à la campagne. Donc voilà, on peut aussi bien utiliser cette bande dessinée pour apprendre de nouveaux mots de la zoologie. Le dessinateur est suisse, donc je pense qu'il a dû dessiner la Suisse et raconter un petit peu son enfance. Oui. Et je ne sais pas si Michael Roux est ici. Est-ce qu'il est présent? Bon, parce qu'il se trouvait parmi nos participants, il s'est inscrit. Il est ici? Je vois un cas qui bouge. Non. Ok, donc il n'est pas venu, c'est pas grave, on va parler avec lui après. J'ai trouvé qu'il fait des bandes dessinées pour les enfants, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi une de ces cases. Comment donc enseigner des éléments de vocabulaire en classe? Et je vous ai proposé plusieurs activités qu'on peut adapter en fonction du sujet de vocabulaire qu'on se propose d'exploiter. Voilà, décrire les décors des planches, création scénaristique, le jeu de rôle qui marche très bien et le remplissement de bulles, ce qu'Anka avait déjà mentionné avant. Pour ce qui est du niveau de langue, bien sûr, en fonction de chaque bande dessinée, on trouve le niveau familier, courant, soutenu, en fonction de ce qui se passe dans la bande dessinée, de l'action, des personnages qui parlent. Et moi, j'ai pensé à Esther, la bande dessinée dont Anka avait déjà parlé, pour enseigner ce niveau de langue. Esther, que j'adore, j'ai même reçu un cadeau, une tasse de l'équipe BD. Pour ce qui est de l'étude de la langue orale, maintenant, on a la langue orale qui passe à l'écrit, ce qui nous permet de la voir et de l'analyser. Et voilà, j'ai choisi deux cases. On a « tu as raison » et « t'as vu ». Ce qui est plus courant à l'oral, c'est à droite. Okay? Et même chose ici, tu es et t'es. Aussi pour la négation, c'était pas bien. On voit qu'on nous dit ce n'était pas bien, mais c'était pas bien. Donc, on peut étudier la langue orale
à l'écrit. Comment? J'ai imaginé une activité de liaison, voilà, de trouver l'équivalent en français standard des éléments, par exemple, faut pas avec il ne faut pas, c'est pas juste avec la négation, voilà, ce n'est pas juste, excusez-moi, voilà. Et voici Esther, mon amie, qui est donc très exploitable du point de vue du niveau familier de la langue. C'est la langue des jeunes, c'est la langue des adolescents qui permet de s'approprier ces mots parce qu'on le voit à l'écrit si souvent qu'on commence à l'utiliser nous-mêmes. C'est ce que j'ai fait, voilà. Voici quelques exemples, ouais, bof. Et surtout, tout ce qu'elle dit, en fait, ça fait partie du niveau familier de la langue. Voici, voilà les gosses, meuf, en mode, un genre ou en mode, très utilisé de nos jours. Voilà, et donc même activité, on cherche les mots en français familier et on doit trouver l'équivalent en français standard. La gueule, le visage, le mec, le garçon, ainsi de suite. Bien, le sujet suivant, c'est histoire-géographie. Bon, c'est des thèmes qui sont abordés, je pense, à peu près dans toutes les écoles. Alors, on va montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec la BD. Alors, tout d'abord, bon, pour les Roumains parmi nous, je précise que ça existe aussi en Pologne, pour les Polonais qui sont ici. C'est la BD Histoire de 89 qui a réuni 39 auteurs roumains qui ont parlé de leur expérience en 89. La BD a été traduite du roumain vers le français par Mircea Arapu. Et on va regarder cette petite vidéo qui a été faite, je pense, justement par Michel, qui est toujours parmi nous. On va la regarder, elle est courte. Ça présente un petit peu comment l'histoire a été faite. Les histoires ont été faites et représentées. Faites attention aux différents styles aussi qui ont été abordés, puisqu'on a 39 auteurs, on a des styles très différents. Oui, Bianca, tu peux la lancer. Bien, merci beaucoup. Bien, et ensuite, pour continuer à voyager, l'histoire, géographie, je vous propose de partir dans un pays plus exotique, la Côte d'Ivoire, avec un invité qu'on a aujourd'hui, Kofi. Kofi, est-ce que tu es là? Kofi, ton micro. Merci. Il y a Christophe qui est là aussi, notre ami Christophe, qui est un grand spécialiste de la BD africaine, qui a un très beau blog. Tu peux peut-être partager le lien sur ton blog, Christophe, dans le chat. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Je vais essayer. C'est le site Africulture. OK. Et je coupe le micro. Pardon. À toi, Kofi. Ah, Christophe qui est là? Oui. Merci Christophe d'être venu. Ah, salut. Je suis là, Kofi. Ça va, vous m'entendez? Ah oui, Christophe. Bonsoir, Christophe. Salut, Christophe.
Vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. on t'entend. Oui, ça met du temps avant d'arriver, je crois. Oui. Mais on t'entend, donc tu peux, vas-y, exprime-toi, il n'y a pas de souci. Donc, Kofi a fait des très belles bandes dessinées. Peut-être que tu peux Oui. montrer la Allô? Oui. page, Bianca, avec les couvertures. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu la diversité des sujets aussi. Voilà. Oui, si je peux commenter un petit peu, c'est pour vous dire que la seconde BD, Légère Amertume, a été traduite en langue portugaise. Si par hasard il y a des gens du Brésil ou du Portugal, du Cap-Vert, de São Tomé et Príncipe ou bien de la Guinée-Bissau parmi nous, l'album a été traduit et donc édité en portugais au Brésil. Il y a quelques heures ou quelques jours, enfin, ou bien c'est incessant. Légère amertume, mais je ne sais pas le titre en portugais. Bien, super. Bref, oui. Voilà, on va peut-être continuer. Si la connexion se refait pour Kofi, on lui laissera la place. Bien. Par rapport à l'histoire de France, bon, il y a des tas de choses qui existent. On a aussi 2 exemples parmi d'autres. Cependant, vous voyez ce qu'on peut faire avec notamment Louis XIV et Versailles. On peut s'exercer sur les vêtements, sur les numéros, parler des monuments, des systèmes politiques, etc. Donc, on a énormément de moyens d'utiliser la bande dessinée. Ensuite, sur les Misérables, voilà, vous voyez aussi quelques tâches qu'on peut faire avec les Misérables. Bien. Alors, sur la BD géographie, si vous voulez voyager un petit peu, il y a d'autres possibilités. Les possibilités, c'est évidemment, on a quelques classiques comme Tintin, Spirou et Fantasio, Astérix. On sait bien qu'ils voyagent dans les différents pays. C'est très stéréotypé. Hein. On sait bien que Tintin, surtout au Congo, en Amérique, c'est très stéréotypé. Le Tibet, un petit peu moins. Spirou et Fantasio ont voyagé dans beaucoup de pays aussi. Une habitude. Dans Tintin au Congo, c'est surtout le reflet d'une époque. Ça a été fait à une époque où le colonialisme était là, donc on le ressent dans l'album, quoi. Après, bon. Oui. Bien. Oui, ça appartient à une époque. C'est très délicat la question de. Ça appartient à une époque, donc maintenant il peut y avoir des propos choquants dans Tintin au Tibet ou Tintin au Congo parce qu'ils ont été faits à une époque où le colonialisme était très présent dans ces pays-là. Et maintenant, il y a une différence de perception de ces pays par rapport à l'époque. Oui. À titre d'information, le musée de l'Afrique, le musée africain de Namur, fait une exposition sur le Congo dans la bande dessinée au mois de septembre 2021, donc là dans 3 mois à peu près, avec des auteurs français et belges et autres européens et des auteurs congolais et africains. Comment est-ce qu'ils représentent le Mon Congo? ami Arnaud Floch qui travaille beaucoup sur l'Afrique en bande dessinée. Pardon? Et mon ami Arnaud Floch qui travaille beaucoup sur l'Afrique en bande dessinée. C'est celui qui vit à Maurice, non? Ah non, non, il vit à Montargis. Ah ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui vit à l'île Maurice. Ouais, Arnaud Floch, ouais. Oui, je connais un peu ces planches, oui. Il a dessiné sur le Cameroun, je me rappelle, une BD sur le Cameroun et une BD qui se passe au Mali aussi. Oui, il dessine beaucoup sur l'Afrique, oui. Il adore ça. Ben voilà, c'est un continent à découvrir. D'ailleurs, on compte l'année prochaine faire des webinaires aussi sur la BD africaine dans le cadre de la francophonie, donc en mars 2022, je ne me trompe pas. On compte faire aussi des webinaires sur la BD africaine. Donc, on vous invite. Si Arnaud intervienne dans votre débat, je pourrais lui demander et je pense qu'il sera très flatté de le faire. Très volontiers. Enfin, si vous faites un débat sur la BD africaine, je le connais bien et je pense que. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très gentil. Bien, on va
On va continuer. Alors, par rapport aux stéréotypes, tu peux revenir sur le suivant, s'il te plaît. Oui, le précédent plutôt. Dans les autres, si vous voulez des choses qui sont un peu plus peut-être adultes, dont il y a un Corto Maltese, Largo Winch. Largo Winch, c'est plus de la géopolitique. D'ailleurs, Van Damme disait lui-même, le scénariste, qui suivait la réalité du moment, ce qui se passait dans le monde. Donc, c'est très réaliste comme bande dessinée. Évidemment, le monde évolue, donc c'est sûr qu'on est toujours en retard par rapport à ce qui se passe. Bon, c'est une autre question. Et enfin, le Corto Maltese, je pense que tout le monde connaît à peu près. C'est surtout nos amis argentins connaissent très bien, mais nos amis européens aussi. Donc voilà, je vous invite à lire absolument, c'est magnifique. Alix, c'est pas mal pour les ados, quoi, pour découvrir l'Antiquité romaine, justement, ce qui se passait en Gaule, Mésopotamie, Afrique. Et Black et Mortimer, ça se passe en Angleterre, donc c'est pas mal pour découvrir un autre pays. Ahmed, tu veux poser une question peut-être? Je vois qu'il y a une main levée. Allô, oui. Oui. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Ahmed Nassar, je suis égyptien. Je suis étudiant à la faculté de pédagogie à l'université Gaza en Égypte. Mais la bande dessinée, c'est un support très important et surtout dans la classe de langue. Mais quel est le lien que vous me conseillez de suivre pour obtenir la BD, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bien. Pour obtenir des BD, oui, le souci des BD, c'est comme elles sont en ligne. Alors, les auteurs pourront peut-être nous aider davantage. C'est vrai que même pour la Roumanie, on a le même souci, c'est que c'est pas toujours évident de se procurer des BD. Surtout, il y a une question financière, purement et simplement. Il y a quelqu'un, Olivier, qui veut répondre. Hilal, oui. Je vois qu'il lève la main comme ça. Bilal, en plus, c'est un beau nom quand même. Quand on parle de BD, oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci à tous. C'est une bonne opportunité de vous rencontrer tous là. Vraiment, la bande dessinée, c'est un sujet très important pour l'enseignement parce que l'enseignement nous aide pas seulement à comprendre et à savoir des informations concernant le français, mais aussi nous donner des informations socioculturelles. C'est un sujet très important, mais malheureusement, je ne peux pas préparer quelque chose. C'est pour cela je vous dis tous désolé. Mais vraiment, c'est une bonne chance de voir tous ces francophones. J'aimerais vous parler de notre projet égyptien. Moi, je m'appelle Hilal, enseignant égyptien. On propose des rencontres francophones chaque jeudi sur Zoom pour donner la chance aux enseignants égyptiens de pratiquer le français parce qu'en Égypte, malheureusement, les responsables égyptiens ne s'intéressent beaucoup au français parlé, ils s'intéressent seulement au français écrit. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser des rencontres francophones. On a commencé ce projet il y a 6 mois. J'ai essayé d'inviter les professeurs des universités françaises comme M. Francis Ziyech, qui est un professeur émérite à l'université de la Sorbonne, et M. Philippe Land, qui est un professeur émérite à l'université de Rouen. Et aussi, il y a plusieurs francophones français natifs qui participent avec nous. Et j'aimerais vous inviter tous à participer avec nous pendant notre rencontre francophone. On tient ces rencontres chaque jeudi à 20h en heure égyptienne. Bien sûr, il y a un décalage d'heure, mais on a un rendez-vous fixe sur Zoom. Demain, on va se rencontrer sur Zoom. On va parler d'une thématique. Chaque rencontre, on choisit un thème différent
et un thème varié. Notre principal but, c'est d'encourager les francophones à pratiquer le français et à changer, les aider à échanger nos cultures, nos civilisations. Je vous invite tous à nous donner de coups de main, à participer avec nous. Je vous laisse le lien permanent sur chat. Sur cette. Et aussi, j'aimerais vous donner notre thème de demain. Demain, notre thème, c'est quelle personne vous aimez ou bien vous rêvez de rencontrer et pourquoi. Mille merci de m'avoir donné cette belle chance. Malheureusement, je m'excuse à vous si je me prolonge un peu. Merci. Merci beaucoup, Hilal. Bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu. Oui. Bianca, tu peux aller un peu plus avant. Un exemple, OK, Alix. Merci beaucoup. Pour la question précédente, la réponse est dans le chat. Donc, je vous invite à consulter le chat. On va continuer maintenant avec un autre sujet qui déborde de la géographie. Alors, s'il y a d'autres idées sur la géographie, laissez-les pour la fin. N'hésitez pas, à la fin, on va laisser une zone pour que tout le monde puisse s'exprimer, d'accord? Et je vais laisser Bianca intervenir, oui? Oui. Pourquoi BD et mythologie? Parce que c'est mon sujet de master. J'ai écrit mon mémoire de master sur Pandora, le mythe féminin dans la bande dessinée. Et en lisant la série Pandora Box d'Alcante, j'ai pensé que c'est vraiment une bonne idée d'utiliser des sujets de mythologie en classe de FLE mélangés avec bande dessinée. Mais pourquoi? Compréhension de production, parce qu'on a beaucoup de vidéos sur les mythes et les bandes dessinées que vous trouvez sur YouTube. Mais bon, ça s'applique à n'importe quel sujet, compréhension orale, production orale écrite. Histoire morale éthique, parce que chaque mythe propose une morale. Donc, on a une histoire et cette histoire nous implique, comment dire, culturellement, mais aussi ça nous fait penser aux actions à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que la mythologie marche très bien parce qu'on peut inventer nous-mêmes des légendes avec une morale, par exemple. Et surtout en nous aidant des images de bande dessinée parce que le mythe, d'habitude, donc on a des personnages mythologiques très difficiles parfois à imaginer, même si on a les descriptions à l'écrit. Et ce que le dessinateur fait, c'est d'imaginer ce personnage mythologique, de lui donner une forme, voilà. Après, parce qu'on envisage, à l'aide des mythes, on envisage la société, comment est-ce que la société a été créée, les mythes d'origine, quels sont les dieux qui ont donné vie aux humains, voilà. Et pour aller plus loin dans la partie parlée, on a les expressions. On sait qu'en français, on a beaucoup d'expressions qui utilisent des éléments mythologiques, expressions courantes qui nous, en tant qu'étrangers, comment dire, vont nous introduire un peu plus rapidement dans le monde des francophones. Et voici deux bandes dessinées. Le premier, c'est La sagesse des mythes. Il y a plusieurs tomes avec plusieurs mythes. Et à droite, vous voyez Olympus, qui, en fait, tous les mythes sont mis dans une seule bande dessinée. Les mythes sont liés entre eux pour créer une histoire avec un début, une fin, une histoire à la recherche de la tranquillité du monde. Voilà. Et dans cette bande dessinée, on propose, donc, comme j'ai déjà dit, plusieurs mythes. Et à l'aide des images, on trouve une excuse pour parler de ces mythes. À gauche, on a l'image de la boîte de Pandore. Après, il y a la femme qui est spécialiste en mythologie qui vient expliquer qui est cette Pandore, c'est quoi cette boîte de Pandore. Voilà. Et tous ces mythes sont expliqués. Tous les personnages qui apparaissent dans cette bande dessinée sont décrits, leur mythologie, leur mythe est décrit. Ouais, c'est une superbe BD. En plus,
C'est génial, c'est génial. Budge Guy, c'est un dessinateur américain de comics. Et oui, je crois qu'il y a 3 tomes quand même, pour le préciser. Il y a 2-3 tomes. Voilà, juste pour que vous voyez un peu les exemples de mythes. Et pour ce qui est des expressions mythologiques, voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Suivre un fil d'Ariane, être une Vénus, c'est une occasion d'introduire le mythe et de parler de lui. Voilà. Voilà, il y a beaucoup. Mais en roumain, il n'y a aucune, il y a aucune, ça n'existe pas, les expressions qui sont d'origine mythologique. Oui, ça existe. Ah, ça existe. Mhm. Bianca, il y en a une question. Est-ce qu'il y a un mythe pour un niveau A1, pour un niveau vraiment débutant? Est-ce qu'il y a des bandes dessinées qui s'y prêtent plus? C'est ce que j'ai proposé ici. En fait, Olympus, c'est pas si difficile que ça, en fait. Mais seulement avec l'aide de professeurs. Mais non, c'est pas A1, je crois. Non. Non. Et Alcante, c'est un peu... Enfin, Alcante, Oui. Pandora Box, c'est un autre niveau, oui. Même les sujets abordés, je pense. Voilà, c'est pas pour les petits. Voilà. C'est pas pour le petit, c'est pour les ados. Et c'est surtout pour le niveau B2, je dirais. Parce que en fait, ce sont des histoires très, très mélangées. C'est pas seulement le français qui va poser de problème, c'est aussi l'histoire qui est pensée d'une façon très différente. Juste pour vous dire 2 mots, donc voilà, 8 tomes de Pandora Box. Ce sont les péchés qui sont sortis de la boîte de Pandora et qui sont adaptés au monde moderne. Voilà. Je ne vais pas insister, mais je vous recommande vraiment de lire ça parce que je suis très passionnée. J'ai arrêté. Bon, oui, Olivier. Oui, alors sur le sujet de la francophonie, on va faire assez court. Je pense qu'on a déjà bien vu que la BD était francophone, donc je ne vais pas insister trop sur le sujet. Mais cependant, quelques points pour... Bianca, tu peux passer à la suivante. Quelques points pour... c'est toujours toi qui maîtrise quand même le PowerPoint. Merci. Pour montrer que la BD est quand même bien francophone, quand on parle de BD franco-belge, c'est surtout un concept et non pas quelque chose qui se limite à 2 nationalités, hein. À commencer par le fait que Töpfer était suisse, à continuer par la suite par Hergé, donc qui était belge et qui a repris beaucoup de Saint-Augan à la base, qui était français. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire. Ensuite, il y a eu l'établissement en France grâce à Pilote, grâce à Angoulême. Angoulême, c'est très intéressant. Ça montre bien quand même le concept de la BD franco-belge, puisque le premier salon d'Angoulême, c'était Thierry Grunstein, donc un Belge qui s'est installé en France, et avec un poster qui a été fait par Hugo Pratt, qui est à la base italien et qui a fait sa formation en Argentine. Donc, on voit quand même ici que le concept de BD franco-belge, c'est très large, d'accord? Aujourd'hui, c'est encore plus élargi puisqu'on a des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est ce que j'ai appris. De toute façon, même déjà dans les années 70, il y a eu un apport quand même très important justement d'auteurs chiliens, argentins, italiens, un petit peu espagnols. Ensuite, dans les années plus 2000, nous ont rejoint les auteurs d'Afrique du Nord aussi, ou en tout cas est arrivée la culture d'Afrique du Nord par intermédiaire souvent justement des auteurs qui sont souvent nés en France, mais qui avaient cette culture-là. Je pense à Riyad Satouf et à d'autres. Le Persépolis, par exemple, ont amené. Et maintenant, on ne peut plus vraiment dire que ce soit un truc franco-belge. Hein. C'est quand même assez. Oui. C'est quand même beaucoup plus multiculturel, je dirais, que le comics ou le manga, qui reste encore très ancré dans leur. Ça, c'est plus ouvert, en tout cas. Enfin, c'est mon avis. Mais oui. Bon. Oui, c'est ça. Les années 70, 70 ont amené en effet la BD. J'avais parlé d'Hergé qui avait amené la BD au niveau tout public. Les années 70 ou 70 ont amené la BD au niveau adulte, en fin de compte. Et c'est l'émergence, c'est Torgal notamment, qui est un dessinateur Rosinski, prononcez-le comme vous voulez, qui est polonais, qui s'est installé d'ailleurs par la suite, même avec le rideau de fer qui s'est installé du côté de l'Ouest. Marzi, qui est fait par Magena Sova, qui a été le sujet d'étude d'ailleurs de mon travail de master, pour préciser, qu'on va peut-être inviter un jour d'ailleurs pour travailler sur le communisme aussi.
et ceux que tu as cités, Franck. Enki Bilal aussi, qui est arrivé dans les années 70 aussi. Donc, oui. Bon, c'est juste quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Donc, Là, ce qui est amené, en fait, c'est que souvent, ce qui a amené ces dessinateurs-là en France, c'est souvent parce que dans leur pays, il y avait des régimes qui, malheureusement, bon, c'est le cas, par exemple, de Léo, le dessinateur d'Aldébaran, qui était chilien, qui est arrivé en France lorsque Pinochet… voilà, et souvent, en fait, les régimes, le régime des généraux en Argentine a ramené beaucoup d'auteurs argentins en France. Et finalement, c'est ce qui fait que ça a permis aussi à la BD dite franco-belge de se régénérer avec des auteurs finalement qui venaient de contrées très éloignées, et c'était très intéressant, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'était vachement bien. Oui, et Mafalda, justement, on a une amie argentine Voilà, qui précise. Voilà. Pino, par exemple, pareil, ça sont des dessinateurs qui souvent ont fui des régimes qui les oppressaient, quoi. Donc, voilà. Oui, donc voilà. Donc oui, si on parle de francophonie, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Olivier, oui. J'aimerais vous informer quelque chose de très important. Ici, en Égypte, nous avons beaucoup d'enseignants de français, mais ils s'intéressent au français écrit. Ils ont peur de parler et de pratiquer le français parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler le français pendant l'étude à la fac, pendant leur cursus. Alors, je vous invite tous à nous aider, et je vous invite tous à participer pendant nos rencontres francophones pour aider les enseignants égyptiens à parler et à pratiquer le français. J'espère que vous nous donnez deux coups de main. Hilal, il faut que tu nous donnes le lien pour qu'on participe. J'ai laissé le lien le lien permanent de la rencontre sur chat, parce que on tient ces rencontres chaque jeudi à 20h en heure égyptienne. On a choisi une heure précise pour donner la chance à tous les francophones pour qu'ils puissent nous aider et nous suivre. Mais j'aimerais vous dire, au vrai sens, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien. On a une rencontre francophone demain à 20h en heure égyptienne. J'espère que vous tous participez avec nous. Mets-nous le lien. Oui, j'ai laissé le lien sur le chat. Je ne l'ai pas trouvé. Non, j'ai laissé le lien. Et aussi, nous avons un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Francophonie. J'ai aussi laissé le lien de ce groupe-là. Et vraiment, mille merci de m'avoir donné la chance de participer avec vous. Mille merci pour votre gentillesse et mille merci pour votre confiance. J'espère qu'on s'entraide tous pour pouvoir améliorer le français, surtout chez les enseignants français. Mille merci, Olivier. Ok, merci. Redonne-nous les liens, s'il te plaît, Hilal, parce que merci beaucoup. Voilà, on les a fait. Ok. Je vais laisser le lien permanent de la rencontre, et aussi je vais laisser le lien de notre groupe sur Facebook Francophonie. Merci beaucoup. Bien, on va continuer justement pour la francophonie. Bon, la BD africaine est née en Égypte d'ailleurs, je tiens à stipuler, avec quelques histoires francophones qui ont été mises en bande dessinée. Alors, je ne vais pas toutes les citer, vous pouvez les lire vous-même, hein, mais vous voyez qu'on peut voyager avec la bande dessinée, hein, entre la Roumanie, le Vietnam, Madagascar, Égypte, dont on vient de parler, l'Algérie, le Sénégal, Haïti, le Canada. On voit que c'est très large. Oui. Bien, et ensuite, on va passer maintenant à la dernière partie pour Bianca, et suite à la question de certains de nos collègues sur la BD en ligne. Oui, on va finir assez vite. Moi, je vous propose
regardez quelques liens que vous pouvez exploiter en classe. Liens, bien sûr, concernant la bande dessinée. Je ne vais pas offrir tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. Je vais juste vous parler de bourse dessinée, Quiz TV 5 Monde, et vous proposer, il y a une BD en ligne, un tome très riche pour l'exploiter. Voilà. Et pour ce qui est de bourse dessinée, je vais aller directement sur le site pour vous montrer. Donc, vous tapez boursedessinée.fr. Et ici, vous trouvez un sur un, ce sont des blagues avec quelques oiseaux, voilà, les birds, des situations très courtes et très comiques. Ça permet en classe de FLE un suivi quotidien parce qu'il y a aussi une adresse Facebook et Instagram. Ils peuvent suivre chaque jour et lire chaque jour une blague ou plusieurs. Aussi, parce que dans cette blague, il y a le français standard. Donc, on les met directement dans le contexte francophone avec la langue parlée, la langue orale. Et surtout, il y a des sujets très actuels. On parle de politique, histoire, mode, de n'importe quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez créer vous-même avec vos élèves en classe. Il n'y a pas besoin de préparation. Créez vos bourses dessinées. Et voilà. Ici, vous choisissez le personnage. Donc, vous faites un choix, je ne sais pas ce que vous voulez. Après, vous mettez un texte. Voilà. Et vous pouvez à la fin télécharger votre propre bourse dessinée que vous pouvez analyser en classe. C'est un projet qui peut bien marcher avec vos élèves en partant du niveau A1 jusqu'au B2. D'accord? Après, il y a... je vous propose aussi d'utiliser en classe le GIF avec les personnages de bande dessinée. Je suis sûre que maintenant, avec le cours en ligne, vous avez un groupe Facebook, Messenger avec vos élèves. Donc, c'est là que vous pouvez exploiter cette richesse du Facebook. Écrivez par exemple Esther, parce qu'on a parlé d'elle, BD. Et voilà, on a notre personnage et on peut faire bien sûr des dialogues en utilisant seulement les GIFs. Écrivez aussi Astérix. BD, voilà, par exemple. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur Facebook. Ok, je n'ai pas utilisé mon Facebook maintenant, mais c'est la même chose. OK. Et pour ce qui est du TV5 Monde, on propose des quiz sur différents thèmes. Les voici. Et si on va sur la partie jeunesse, on trouve nos personnages de bande dessinée. Voilà, les Schtroumpfs, Titeuf, Astérix, ainsi de suite. C'est très riche, Tintin, voilà. Et vous faites des quiz avec eux. Bien sûr, après avoir présenté le personnage, après avoir présenté les bandes dessinées et travaillé, vous pouvez proposer ce quiz. Et ce que je vais mettre dans le chat, c'est ces liens. Je le fais maintenant. Voilà. On propose un dossier complet sur la Seconde Guerre mondiale à travers le tome, le tome 1 des Enfants de la Résistance. Qui propose ici, voici en bas, des fiches pédagogiques déjà faites. Vous pouvez les télécharger, les imprimer et les utiliser avec les élèves, mais ça peut aussi vous aider et vous inspirer pour d'autres activités. OK, on va revenir à notre présentation. Oui. Il y a aussi le BDNF, aussi une plateforme qui vous permet de créer des bandes dessinées. Oups, pardon. Je vais vous laisser la vidéo de promotion, comme ça vous entrez directement dans le sujet.
Voilà. Cherchez BDNF sur Internet et vous trouvez plusieurs exemples et beaucoup d'aide. Parce que moi, j'ai essayé de faire ça. Ne rigolez pas. C'est magnifique. C'était juste pour découvrir et pour pouvoir vous parler de ça. Donc, ne rigolez pas. Vous pouvez faire mieux que moi. OK. Et Olivier va reprendre la parole pour la dernière Bien. fois. Oui, ici, on clôture en fait donc le troisième chapitre sur l'utilisation de la BD en classe de FLE. C'est le plus pratique. En fait, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez faire de tout, hein, donc, c'est ce que Bianca nous a bien montré. On a vu donc dans cette utilisation de la BD en classe, comment utiliser la BD en utilisant les différents médias possibles, donc la chanson, la littérature, etc. Avec la bande dessinée, on voit qu'on peut utiliser aussi les différentes compétences. Ensuite, dans les sujets, on a vu quelques exemples concrets de comment l'utiliser. Alors, ce n'est pas en ligne, mais c'est adaptable en ligne, hein. Un cas a adapté certaines méthodes en ligne, donc c'est tout à fait imaginable de les faire en ligne aussi. Et enfin, par rapport aux méthodes, on a eu Bianca qui a terminé avec quelques liens. Gardez-les bien précieusement. Voilà. Alors, on va clôturer. Maintenant, voilà, on a terminé. Donc, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'était une bande dessinée. On a vu pourquoi l'utiliser en classe de FLE avec quelques exemples. Donc, la culture, le fait que c'est authentique, le matériel qui se prête énormément à la classe, la créativité qu'elle ouvre, et enfin l'attractivité pour les apprenants. Et l'utilisation, donc là, j'abrège puisqu'on vient de la voir. Ce séminaire sera disponible sur YouTube plus tard. En attendant, je propose qu'on invite nos partenaires ici, voilà, justement, à compléter un questionnaire de satisfaction. Je vous envoie directement dans le chat le Google Form. Voilà. Je vous invite à le compléter. C'est également pour les... Voilà, je pense que je l'ai envoyé. C'est également pour les gens qui désirent des attestations. N'hésitez pas à compléter le Google Form. Voilà, je l'ai posté maintenant dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre non plus pour avoir plus d'informations sur la suite, puisqu'on va retrouver nos amis Kofi, nos amis Christophe, Franck et les autres présents pour d'autres aventures, on va dire. Voilà, une cytographie. Dans cette cytographie, bon, il y a un petit peu tout. Vous la lirez plus tard sur YouTube. Je laisse la parole à Bianca. Oui, donc juste pour nous présenter un tout petit peu comme ça à la fin, nous sommes une équipe une petite équipe qui fait des activités avec des bandes dessinées. On a été dans plusieurs écoles, lycées, collèges. On a fait des conférences et des débats. On le fait en français normalement, mais on a commencé avec on a beaucoup d'amis roumains donc, qui ne parlent pas forcément le français. Donc, on va envisager aussi des activités en roumain sur la bande dessinée. Notre histoire a commencé il y a 2 ans déjà avec un cours sur la bande dessinée donné par Olivier à la faculté quand je faisais mes études en licence. Et j'ai proposé, parce que ça me semblait très intéressant, j'ai proposé d'aller dans des écoles et faire ce 9e art, le rendre plus connu en Roumanie. Donc, voilà. Et si vous voulez proposer des activités, n'hésitez pas, on est ouvert à des collaborations. Voilà. Bien, je crois qu'on arrive à la fin, il me semble en tout cas. Oui. Bien, est-ce que nos collègues Radu, Anka, Bianca veulent ajouter un dernier mot? Moi, je veux remercier à tout le monde. On a été très nombreux, moins nombreux qu'on l'attendait, mais plus nombreux qu'on l'a fait d'autres fois, donc dans le passé. On vous attend pour d'autres activités qu'on va sûrement mettre sur pied l'année prochaine. Et bien sûr, on espère collaborer avec vous. Déjà, on a des signes d'Égypte, bien sûr avec la Côte d'Ivoire. Je regrette énormément de ne pas avoir pu écouter Kofi,
Je ne sais pas si on pourrait réessayer peut-être de lui donner la parole. Il a une connexion, pas de souci, oui, évidemment. Je suis là. Tu es là. Oui, je suis là. Vous m'entendez, hein? Oui, vas-y, dis-nous quelque chose. Ok, non, merci bien. J'ai suivi cette intervention, j'ai beaucoup appris. J'ai suivi presque tous les échanges. Mais en fait, il faut dire que je suis professeur d'art plastique. Voilà, donc j'enseigne la bande dessinée seulement en troisième, comme première leçon. Et à l'intérieur de cette leçon-là, on installe des habiletés sur les techniques de la bande dessinée, les éléments caractéristiques et les étapes de réalisation d'une bande dessinée. Bon, en tant qu'auteur, j'ai eu à publier environ 7 albums et puis plusieurs participations à différents magazines. Voilà, donc je ne sais pas si je peux les présenter. Vous m'entendez, j'espère. On t'entend, oui. On ne te voit pas, par contre. Oui, on ne te voit pas. Ah, ok, mais vous m'entendez? Voilà. J'aurais voulu présenter quelques albums. Bon, c'est autour de 7 albums. Voilà. Il est parti. Seulement le dernier qui est semi-réaliste. Voilà, réservé un peu aux enfants et aux adolescents. Oui. Il faudra la caméra, par contre, Kofi, si tu veux qu'on puisse voir. Voilà. Je crois que filmer la caméra, il n'aura pas une bonne connexion. Bonne connexion. Ah, donc je dois parler. Ouais, non, oui, bon. Donc, je ne sais pas si je dois présenter les différents albums. Donc, le tout premier album, c'est 1000 mystères d'Afrique et séduction. 1000 mystères sont des histoires courtes pour sensibiliser généralement, un peu comme les contes qu'on nous raconte depuis que nous sommes enfants. On raconte une histoire et à la fin, on tire des moralités. Et essaie d'adapter cela en bande dessinée. Donc, ce sont généralement des one-shots pour enseigner, pour sensibiliser. Ensuite, le côté séduction, parce qu'il faut dire que le premier album, c'était un double album en tête bêche, voilà, et en noir et blanc. Donc, 1000 mystères sont des histoires courtes. Alors que séduction, c'est une histoire voilà, sur la dépigmentation, qui est un fléau qui gangrène un peu nos sociétés. Tout le monde essaie d'abandonner voilà, la peau noire pour la peau un peu plus claire, comme critère de beauté pour séduire. Voilà. Ensuite, le deuxième album, c'est plutôt un collectif dans lequel j'ai eu à collaborer avec un scénariste qui s'appelle Jean-François Chanson, avec qui je vais faire plus tard un album d'environ 100 pages sur Chaka. Chaka qui est un guerrier, un roi sud-africain qui a créé la nation Zulu. Voilà. En dehors de Chaka, il y a eu les fins limiers. Après les fins limiers, il y a eu Léger Amertimo qui sera adapté en portugais ce mois-ci, je crois. Voilà. Et c'est un peu cela. Bon, on peut parler aussi des fins limiers. Les fins limiers, c'est une enquête policière qui se déroule en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire d'après la guerre, parce qu'après la guerre, bon, il fallait qu'on reconstruise ce pays-là. Et nous avons mis en action les fins limiers qui vont mener des enquêtes. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, surtout pour les élèves, pour les apprenants, c'est que vers la fin de l'histoire, on donne plus la parole au lecteur de proposer un peu la chute de l'histoire de l'enquête. Avant que voilà, le commissaire Poirot, celui qui est le policier principal de l'enquête, donne sa version. Donc, on considère que c'est l'une des premières bandes dessinées interactives, en tout cas très bon pour les enfants. Je vous ai mis le lien avec les BD dont parle Kofi dans le chat. Merci Christophe, c'est très gentil. Bon. Ensuite de ces albums, je sais qu'il y a eu Paris Veille qui traite du sujet de l'immigration clandestine. C'est aussi une bande dessinée réaliste et en noir et blanc. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai produit comme album. Maintenant, comme projet, bon, nous avons le Fin Limier, tome 2 de Fin Limier. Nous avons déjà produit
40 pages. Il nous manque encore 18 pages pour faire sortir le tome 2. Donc, c'est un peu ce que j'ai comme production. Bon, sans oublier aussi que je fais quelques publications dans des fanzines, des magazines et des revues. Voilà. Ce sont des histoires courtes de 2 à 4 pages qu'on publie régulièrement dans ces différentes revues-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, voilà, bon, pour approfondir ce que j'ai dit. Voilà. De toute façon, on va l'approfondir. L'année prochaine, j'ai promis, on fait quelque chose sur l'Afrique avec Christophe et avec toi et d'autres personnes. Merci Franck pour le contact aussi. Donc merci. On refera quelque chose sur l'Afrique sans souci. D'accord, en tout cas, merci bien. Et je tiens à préciser aussi que la collection compte environ une quarantaine d'albums sur des histoires africaines. Voilà, donc, vous pouvez voir les liens. Voilà. C'est presque plusieurs pays francophones en tout cas, qui parlent de leur environnement, de leur histoire. Voilà. C'est vraiment intéressant à découvrir. Allô? Bien, parfait. Ben, je propose qu'on clôture tout doucement ce webinaire en vous remerciant pour votre présence, en remerciant à nos invités aussi particulièrement qui étaient là, qui étaient attentifs et communicatifs. Merci à tout le monde, à tous les enseignants du monde qui sont venus là. On n'a pas pu laisser la place pour tout le monde, désolé, c'était un petit peu juste parfois, mais on vous remercie pour être venus et on espère vous retrouver bientôt. Suivez-nous sur la page Facebook, on fera encore des événements, donc on vous invite volontiers. Voilà, tout est gratuit de toute façon et tout est en ligne. Merci à tous. Merci.